Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis vers un nouveau monde. Alors, dans quel univers décollons-nous aujourd'hui? Réponse tout de suite en images. Et c'est parti pour la Loire-Atlantique. À tout de suite. Et bienvenue. Bonjour, bienvenue chez nous. Merci. On s'incruste totalement au cœur de l'atelier. On est ravis de Mais c'est t'accueillir. ça qu'on aime. Ah, franchement, avec cet aéronef, je suis honorée d'être assise ici, parce qu'après vous avoir vu beaucoup en vidéo, d'être assise ici, c'est un honneur. C'est un honneur de t'avoir parce que tu es la cofondatrice de la biscuiterie Andy Gaspi, C'est ça. qui font ces magnifiques petits biscuits quignons qui sont engagés dans l'inclusion et l'anti-gaspi. Tu vas nous raconter cette histoire qui a commencé en 2021. Exactement. Et tu n'étais pas toute seule. Exactement. On est un trio, les drôles de dames de la biscuiterie. Donc j'ai fait ça avec Louise et Alix. Il y a en effet du coup un peu plus de 3 ans maintenant qu'on a eu cette idée. Et il y a 2 ans qu'elle a pris vie ici dans les Alpes de Savenay. En fait, avec les filles, on a un peu la même histoire. C'est qu'on est toutes les 3 ingénieurs agro. On a toutes les 3 bossé pour des gros acteurs de l'industrie agroalimentaire. Moi, j'ai passé 8 ans chez Nestlé. Donc j'étais au cœur du réacteur de la multinationale. Exactement. Alors ça a été une super école. Mais en même temps, plus les années passaient, plus je me rendais compte des biais et de tout l'impact social et environnemental négatif que peut avoir notre alimentation et du coup l'industrie agroalimentaire. Et du coup, au bout de quelques années, les filles ont fait le même constat, c'est qu'on a envie de rester sur l'alimentaire, d'être au cœur du quotidien des Français, d'être dans tous les placards des gens, mais en y emmenant plus de sens et plus de valeur. Et donc, c'est quand on était un peu dans cette quête de sens qu'on s'est rencontrés finalement toutes les 3. On a été recrutés en même temps dans une asso qui œuvrait pour l'insertion des personnes handicapées et qui souhaitait développer des projets en lien avec l'agroalimentaire. Donc nous, on est arrivé avec notre casquette agro. Hello. Et là, on a ouvert les yeux sur le manque d'activité dans les structures du handicap comme les ESAT, donc établissements et services d'aide par le travail, comme là où on est aujourd'hui, qui sont à la fois de moins en moins subventionnés par l'État et de moins en moins sollicités par les entreprises et les industries. C'est parce qu'on connaît pas ou parce que c'est ça, en fait, c'est peu visible, c'est peu mis en lumière, les gens connaissent pas, donc il y a des préjugés, de l'appréhension, ou juste de la méconnaissance. C'est fait dans un ESAT, donc la qualité est moindre, alors que pas du tout, c'est les mêmes rigueurs. Exactement. Et il y a vraiment des idées reçues, et puis vraiment de la méconnaissance, je pense, des entreprises et des industries qui se doutent pas qu'il y a tout ce savoir-faire en ESAT, parce qu'en plus, le gros avantage d'un ESAT, c'est qu'ils sont vraiment multi-produits, multi-services. Donc là, à Savenay, ils font de l'espace vert, de la menuiserie, de la biscuiterie, de la sous-traitance industrielle, du conditionnement, de la blanchisserie. C'est une approche 360 de chaque métier, en fait. Ils sont hyper agiles, ils sont capables de se positionner rapidement sur des nouveaux métiers. Et c'est ça qui nous a plu, nous aussi, c'est se dire, OK, il y a un vrai manque d'activité et on se rend compte que pour visiter beaucoup d'ESAT en France, on se rend compte que la sous-activité entraîne vraiment de l'ennui total. C'est qu'ils jouent aux jeux de société ou alors vraiment ils attendent derrière une table que la journée se passe. Très angoissant aussi. Ouais. Et puis, l'ESAT est censé les stimuler, et puis les former sur un métier pour s'épanouir socialement, pour avoir des collègues, pour avoir une vraie adaptation sociale et une vraie vie professionnelle. Et bah du coup, le manque d'activité va un peu casser ça. C'est que du coup, je sais pas pourquoi je viens, je viens mais j'ai pas d'activité. À quoi ça sert Exactement. Et à côté de ça, le vrai avantage, c'est qu'ils ont des locaux, des équipes et cette agilité d'aller sur de nouveaux métiers. Donc nous, c'est ça qui nous a plu, c'est qu'on s'est dit en fait, ils sont présents partout sur les territoires, donc ils sont peu visibles mais partout. Et ils ont des locaux, des équipes et l'envie de s'investir sur de nouveaux métiers. Donc nous, on s'est dit, en fait, on sait qu'il y a du gaspillage alimentaire parce qu'on l'a vu et on le voit encore, mais à travers nos expériences en industrie agro, on sait qu'il y a des pertes quotidiennes considérables. Et de l'autre côté, on sait qu'il y a ces ESAT qui ont envie d'aller sur de nouveaux métiers. Bah, du coup, on s'est dit, il y a quelque chose à faire pour réunir les deux. Et c'est comme ça qu'est née la biscuiterie Andy Gaspi, dans le but de valoriser des invendus en créant de l'emploi en ESAT. Alors, ces invendus, là, on va parler principalement du pain, notre ami le pain, puisqu'on est des bons Français. J'ai vu des chiffres, mais qui m'ont vraiment fait peur. Alors, tu peux me redire le nombre de baguettes jetées par an? Ouais, 200 millions de baguettes de pain dans le pays du pain, en France. Donc ça a beau être l'emblème du pays. En fait, tous les boulangers, chaque soir, ont quelques invendus de pain sur les bras. Mais à l'échelle d'un pays comme la France, dont le pain est au cœur de l'alimentation, c'est 200 millions de baguettes à l'année chez les boulangers qui sont jetées. Et si on rajoute le pain qu'on jette chez soi ou qui est perdu par les autres... le congeler. Voilà, c'est ça. Mais bon, du coup, si on cumule quand même tout ce que les Français jettent au global, c'est 600 millions de baguettes de pain qui sont jetées chaque année. En fait, c'est des flux un peu éclatés. Donc on n'a pas l'impression, on voit pas des palettes de pain qui partent à la poubelle comme des palettes de tomates, mais malgré tout, c'est un vrai déchet du quotidien. Donc nous, on a décidé de nous attaquer à ce
produit-là parce que des projets pour revaloriser des fruits et des légumes, il commençait à y en avoir de plus en plus. C'est plus courant, et c'est plus courant. Et le pain, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai enjeu sur structurer des filières de valorisation du pain. Donc, on s'est attaqué à notre petit pain. Et donc, en fait, tous les matins, on a l'équivalent de 500 baguettes de pain qui arrivent ici. Ok, donc, vous êtes mis en partenaire, en fait, avec des structures locales. Ouais, qui sont soit des chaînes de boulangerie, soit des petits industriels du pain, parce qu'il faut quand même qu'on soit sûr d'avoir la quantité. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux pas demain te dire, j'ai 3 baguettes et on annule la prod. Ouais, c'est ça. Exactement. Et en plus de ça, l'impact carbone de se déplacer pour 3 baguettes chez un boulanger, du coup, c'est un non-sens écologique. Donc, c'est plutôt des gens qui sont capables de nous massifier des volumes. Et donc, tous les matins, on a ces 500 baguettes qui arrivent, qu'on broie. Donc, c'est pas que des baguettes, comme tu peux voir. En fait, c'est tout type de pain. Là, on a du pain avec des graines. On peut avoir du pain complet, blanc. On va varier les gammes. Voilà, pas de jaloux. On prend tout. On broie tout. Et puis, la chapelure qu'on obtient, ça nous sert de farine pour faire toutes nos recettes de biscuits. Donc, après, à la place de la farine, vous mettez le Exactement. On laisse quand même un peu de farine de blé et de sarrasin pour que ça se tienne en texture et que ce soit hyper gourmand. Mais ça remplace plus de la moitié de la farine, le pain. Et après, on en fait des biscuits sucrés ou salés. Et le reste aussi, ce sont des invendus que vous avez récupérés ou c'est des ingrédients que vous apportez à côté, des matières premières pour le coup en plus Alors au départ, c'était des matières premières qui sont bio et locales, mais qui étaient des matières classiques. On a du beurre breton, on a du sel de Guérande. Du beurre salé, j'imagine. Bah oui. Bien sûr. Et du coup, au départ, c'était des matières classiques. Et en fait, plus on avance dans l'aventure, plus les industriels nous proposent d'autres matières à sauver. Donc, par exemple, dans les biscuits salés, en plus du pain, on a de la drèche de bière. Donc, c'est une fois qu'on a fabriqué la bière, il reste les céréales qui ont été fermentées, mais il reste la matière du céréal. Et pour 1000 litres de bière, il y a 300 kilos de drèche qui restent sur les bras des brasseurs. Donc, nous, dans nos recettes salées, on a aussi de la drèche qui permet d'avoir 40% d'ingrédients sauvés dans les recettes salées. Et en fait, là, toutes les nouvelles recettes qu'on développe, elles intègrent d'autres matières sauvées. Tu pars de l'existant et après, en fonction de ça, tu composes. En fait, exactement. En fait, là, aujourd'hui, ce qui est chouette, c'est que c'est les industriels eux-mêmes qui nous appellent pour nous dire, moi, je jette des coques de macarons, moi, je jette de la poudre de noisette, je jette de la cosse de cacao, des billes de chocolat. En plus, c'est des matières. Pas les poubelles, en fait. Ah ouais. En plus, les matières qu'on sauve, elles sont vraiment hyper chouettes. Tu as envie de les garder pour toi. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, nous, on fait plein d'essais. Mais du coup, c'est des matières hyper nobles en plus qu'ils nous proposent, mais que eux, parce que c'est des industriels et parce qu'ils ont une charte hyper précise, ils jettent des coques de macarons par milliers, des coques de pâte à choux, des billes de chocolat parce qu'elles n'ont pas le bon diamètre. Quand on fait de l'huile de noisette ou de l'huile de cacahuète, en fait, la matière noisette et cacahuète, après, elle reste, elle est désuilée, mais elle reste. Et ça, aujourd'hui, c'est jeté ou au mieux donné au bétail. Et quand tu vois que les macarons partent chez les cochons, bien être le bétail. Les macarons aux cochons, c'est quand même un peu dommage. Et donc, en fait, là, tous les essais recettes qu'on est en train de faire intègrent ces nouvelles matières pour du coup se dire qu'on va toujours plus loin et que aujourd'hui, quand on avait commencé juste avec le pain, c'est 20% de la recette globale qui est en ingrédients sauvés. Là, on est déjà à 40 et en fait, là, tous les essais qu'elle fait, c'est à 60%. Du coup, c'est Alix qui développe les recettes. Nous, on est là pour manger. Elle les développe. Et du coup, il y a un pourcentage d'ingrédients sauvés de plus en plus élevé. Plus on avance dans l'aventure. Hyper excitant parce que tu vois vraiment les petits que ça fait. Et c'est intéressant que tu disais que c'est les industriels qui viennent toquer à votre porte. C'est vraiment une relation de partenaire, en fait. C'est ça. Mais pourquoi, du coup, ils te demandent pas de venir chez eux pour les aider à s'emparer eux-mêmes du sujet, en fait? C'est ce qu'on va voir avec eux. Je pense qu'il y en a certains, on va essayer d'injecter l'anti-gaspi chez eux. Parce que pareil, eux, ils pensent qu'ils peuvent pas avoir de travailleurs en situation de handicap sur ligne. Et en fait, pareil, c'est des idées reçues. Ils disent, non, mais vous savez, on a des machines qui sont dangereuses, on a des process qualité. Oui, nous aussi, on a des process qualité et on tue personne avec nos biscuits. Donc, avec les industriels, on essaye de voir comment on peut injecter l'anti-gaspi soit chez eux, soit à travers nos ateliers. Et les deux schémas sont possibles avec les industriels. Et la grande distribution, le schéma qu'on leur a proposé, c'est de récupérer les invendus de pain, de les transformer en biscuits et de les revendre chez eux pour vraiment créer une boucle circulaire et solidaire avec eux et les engager dans notre démarche, pas seulement leur vendre un produit en disant voilà, tenez un produit engagé à mettre en rayon. C'est vraiment l'idée d'écrire une histoire avec eux. C'est ce qu'on est en train de faire aussi avec des chaînes de boulangerie où c'est leur pain qu'on collecte, mais après nos quignons seront dans leur boulangerie. Donc l'idée, c'est vraiment de les embarquer et d'avoir des vrais partenariats avec ces gens-là. Et du coup, vu qu'on veut toujours rester en local, mais que des industriels et des boulangers en recherche de solutions de valorisation, il y en a partout en France. On va ouvrir d'autres ateliers l'année prochaine sur d'autres métropoles de France pour vraiment valoriser les invendus au plus proche de là où ils sont et créer de l'emploi dans d'autres ESAT et à chaque fois commercialiser au plus proche. Parce que là, on fabrique quignon à Nantes, mais on livre partout en France, donc c'est un peu dommage. Donc à partir de l'année prochaine, on va vraiment relocaliser par grosses entités et grosses régions. Tu dis de près de métropole parce que pour le coup, tu es obligé d'être accolé à une grosse ville qui justement a des industriels et qui vont fournir des invendus. Ouais, aujourd'hui, les villes qu'on prévoit d'ouvrir, donc ça sera Lille en premier.
l'année prochaine. Et après, il y a Paris et Lyon qui vont suivre. Parce qu'à la fois, il y a des industriels et il y a des chaînes de boulangerie, il y a ces gisements de matière. Et en même temps, il y a des gros bassins de consommation. Donc comme ça, on est sûr de pouvoir écouler tout ce qu'on fabrique à proximité parce que aujourd'hui, la majorité de nos clients sont à Paris alors que nous, on est à Nantes. Donc ça fait sens qu'on ouvre quelque chose à Paris assez vite. Mais du coup, là, ça va nous emmener dans d'autres régions de France, mais qui ont les mêmes enjeux. En fait, les ESAT en manque d'activité, il y en a vraiment partout et c'est même eux qui nous appellent. Alors, on peut pas ouvrir autant d'ateliers qu'on a de sollicitations parce qu'en fait, on peut pas s'éparpiller. Mais en fait, ils sont tellement en manque qu'ils nous appellent en disant on peut ouvrir une biscuiterie. Bon, alors ça se fait pas comme ça en un mois, mais on peut creuser l'idée. Et pareil, les industriels, c'est assez chouette de voir que les industriels viennent eux-mêmes nous chercher, nous, les trois petites drôles de dames, encore tout ça. Si finalement, vous avez commencé il y a 4 ans. Bah ouais, il y a 3 ans. Même ici, on a ouvert il y a 2 ans. Mais en fait, les industriels nous disent tous la même chose. On est trop gros. En fait, on voit qu'on gaspille, mais on est trop gros pour nous-mêmes revaloriser. Nos lignes sont tellement faites sur un process précis qu'on peut pas se permettre de réinjecter des matières. Et du coup, c'est chouette de se dire qu'il y a un truc à faire avec eux parce que du coup, les quantités qu'on est capable de sauver vont grandir en nous appuyant sur leur force de frappe et leur poids. Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que je pense que ces industriels, il y a peut-être 10 ans, se posaient même pas la question. Là, tu sens que ça rentre aussi dans leur esprit. Et puis, je pense que quand tu travailles, tu parlais de Nestlé, j'imagine que quand tu travailles chez Nestlé, tu es aussi fier de dire, bah tiens, ok, on jette pas mal, mais finalement derrière c'est revalorisé. Et je pense que pareil, à l'intérieur d'une entreprise, c'est hyper vertueux aussi. Et tu es fier de là où tu bosses quand même. C'est ça. Et on se rend compte que certains, en fait, il y a plein de raisons qui font qu'ils se posent la question de l'anti-gaspi. Des fois par pure valeur et par pure envie de changer les choses. Après, pour des raisons économiques aussi. Parce que tout ce qu'ils jettent, c'est des choses qu'ils peuvent pas revendre et qui, du coup, sont de la perte sèche. Et aussi pour des raisons légales où la loi va dans le sens de l'économie circulaire. Donc, souvent, c'est un mélange un peu des trois, c'est qu'ils ont envie et qu'ils en ont marre de jeter autant. Et la loi va aller un peu les obliger. Ils te vendent, toi? Nous, on les rachète. On les rachète, ok. Pour valoriser le travail qu'il y a eu, parce qu'eux, ils ont eu du travail humain, de la matière première. Donc, nous, on rachète toujours la matière. À moindre coût, on rachète pas le pain au prix de la boulangerie. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Sinon, c'est compliqué. Donc, le but, c'est que le pain racheté plus la logistique pour ramener tout ça ici, ça nous coûte moins cher que de la farine. Et c'est un peu la même logique avec toutes les autres matières qu'on sauve. C'est qu'on rachète. Service, en fait, aussi. Voilà. C'est ça. Du coup, cette approche sociétale, parce que du coup, c'est vraiment une double histoire dans l'histoire. Comment vous gérez le quotidien avec les AT? Est-ce qu'ils sont super fiers de venir travailler? Est-ce qu'ils se rendent compte de tout ce que ça devient, comment ça grossit, etc. Et ben nous, nous on est vraiment boostés avec leur énergie et leur implication parce qu'on voit qu'ils sont hyper fiers. On en a formé 30 ici à Savenay et en fait on sent vraiment qu'ils sont hyper impliqués, hyper fiers du projet. Et on a eu des témoignages de familles qui nous ont appelés pour nous dire qu'ils les avaient vraiment vus. Pas renaître, c'est un mot un peu fort, mais en gros, il y a Roland qui est juste à côté, donc peut-être qu'il va entendre ce que je raconte sur lui, mais sa nièce nous a appelé en disant que donc Roland, il approche la soixantaine, donc il a toujours été en ESAT, donc ça fait longtemps qu'il est en ESAT et qu'il connaît le milieu de l'ESAT, mais avant il disait jamais à sa famille ce qu'il faisait ici. Ses familles posaient la question de qu'est-ce que tu fais, sur quelles activités t'es, et c'était hyper tabou. Il en parlait pas, vraiment c'était un malaise quoi. Voilà, c'est ça, c'était un peu tabou, il voulait pas répondre. Et depuis qu'il fait les biscuits, du coup, il en parle tout le temps. Il emmène sa famille en magasin en disant « Regarde, c'est moi qui ai fait ça ». Du coup, il l'emmène en rayon pour dire « Regarde, c'est les quignons ». Dès qu'il y a un journaliste qui vient, il essaye de témoigner, de prendre la parole. Et on voit qu'il est hyper content et qu'il est fier. Et puis on sent, nous, pour avoir visité beaucoup d'usines agroalimentaires, les gens sur ligne, ils sont pas toujours hyper épanouis, hyper fiers de ce qu'ils font. Et là, on sent qu'ils ont envie que le projet grandisse. Et on voit qu'ils sont hyper contents quand le projet remporte un prix ou que le projet est médiatisé. On sent que c'est eux que ça booste. Et là, cet été, on a tourné notre première pub télé et c'était eux dans la pub télé qu'on voit. Et ils étaient hyper contents de ça, de se voir sur les chaînes du groupe TF1 cet été, parce que c'était eux qui étaient mis sur le devant de la scène, c'était eux qui étaient mis en lumière. Et nous, on est boostés à ça. Et oui, c'est ça. Et du coup, tous les préjugés qu'on peut avoir, finalement, vous les avez balayés, quoi. On essaye justement, nous, d'ouvrir un maximum les portes de la biscuiterie. Donc, c'est pour ça qu'on est hyper content que vous soyez là aujourd'hui. C'est qu'on essaye d'ouvrir les portes pour que les journalistes et nos clients viennent ici, en fait, qui vivent l'aventure. Parce qu'en effet, il y a encore beaucoup de préjugés, mais je pense vraiment parce que les gens connaissent pas. Et nous, les premières, ESAT avant, on sait pas en fait ce qui s'y passe. Et donc, on essaie vraiment d'ouvrir les portes et que les gens viennent échanger avec les biscuitiers, qui viennent là voir comment ça se passe, pour qu'ils voient qu'en fait, c'est du semi-industriel, comme une usine classique, c'est les mêmes process de qualité, les mêmes niveaux d'exigence, les mêmes approches. C'est juste qu'on a adapté les machines et les process pour que tout le monde puisse se former rapidement, même ceux qui savent pas lire et écrire, des systèmes de gommettes, de codes couleurs, de photos. Mais en fait, c'est la même exigence qualité, c'est les mêmes normes, même cahier des charges. Oui, puis de toute façon, à partir du moment où tu vends un produit à un public, tu es obligé d'avoir ce cahier des charges. Exactement. On veut essayer
de casser un peu les codes et les préjugés là-dessus pour que les gens se rendent compte que c'est hyper vertueux pour tout le monde de collaborer avec un ESAT et que allez-y tous parce qu'il y a encore beaucoup d'ESAT qui manquent d'activité, donc go, go, go. J'ai bien compris que vous alliez faire grossir les choses et vous rapprocher des métropoles. Est-ce que tu as d'autres ambitions pour Handy Gaspi? Est-ce que Quignon va avoir des petits frères et sœurs? Bah, là, aujourd'hui, on a commencé avec des biscuits à base de pain, mais assez vite, on va sortir du biscuit pour avoir une gamme complète qui permette de sauver plein de matières et être dans plein de rayons, que les gens aient l'impression de nous voir partout. Donc c'est ça, à court terme, c'est ça, c'est d'essaimer le modèle et de diversifier la gamme pour être en mesure de sauver toujours plus de matières, pour créer toujours plus d'emplois en ESAT. Et après, à terme, c'est pourquoi pas déjà franchir les frontières de notre pays, parce que du coup, le constat qu'on fait en France, il se fait dans beaucoup de pays. L'idée Handy Gaspi, on peut la dupliquer sur d'autres secteurs d'activité ou d'autres pays. Là, aujourd'hui, on est attaché à notre petite France et le but, c'est d'essaimer ici. Mais nous, notre raison d'être, c'est de croquer les codes de l'industrie pour les rendre plus solidaires et plus circulaires. Et c'est pas que l'industrie agro, c'est essayer d'insuffler des nouveaux schémas. Et nous, notre envie, c'est de grandir pour être on va être un peu les Michel Augustin de l'impact. En fait, porter des marques fortes qui prennent la parole sur le handicap et l'anti-gaspi, mais de manière massive auprès du grand public et de vraiment pouvoir porter le message haut et fort au-delà des frontières de la Loire-Atlantique et au-delà du rayon biscuit. Dans notre web-série, l'ambition, c'est de partir vers un nouveau monde. Toi, ton monde de demain, il serait comment? Moi, déjà, il serait beau. Moi, je suis très optimiste, malgré toutes les alertes et les alarmes qu'on a sur le monde de demain et le fait qu'on aille droit dans le mur. Moi, je suis convaincue que si on agit, alors par contre, il faut agir, il ne faut pas juste se laisser porter, mais je suis persuadée que si on agit tous à son échelle, on peut vraiment changer les choses et changer le monde. Moi, je suis partie de chez Nestlé pour monter une petite boîte, donc j'ai pas la force de frappe de chez Nestlé, mais c'est hyper concret ce qu'on fait avec les filles au quotidien et je suis sûre que chacun à son échelle, on peut, par rapport à ce qui nous anime et à ce qu'on sait faire, changer les choses autour de nous. Et en fait, c'est tout ça qui fera qu'on s'emparera des sujets et qu'on arrivera à réinventer le monde et à aller sur des schémas plus vertueux et du coup vivre tous ensemble en harmonie sur cette belle planète. Donc ça paraît être un peu message de Miss France, vivons en harmonie. Mais en soi, je suis vraiment optimiste sur le fait qu'on a encore le temps de changer les choses, mais par contre, il faut qu'on y aille maintenant. En mangeant des biscuits. Exactement. Et si dans ce nouveau monde, tu devais apporter un seul objet, prendre avec toi qu'un seul objet? Du pain? Enfin, un biscuit. Oui. Un biscuit pour montrer que, en fait, on peut se faire plaisir en faisant du bien à la planète et à la société. Et en fait, nous, on voulait vraiment avoir quelque chose de gourmand pour que les gens aient pas l'impression de faire un effort. Quand les gens ont l'impression de faire une bonne action ou de faire un effort, en fait, ils le font une fois, ils disent OK, j'ai fait ma BA, j'ai acheté mon paquet de Quignon et puis voilà. Nous, on voulait vraiment que ça rentre dans les habitudes des gens et qu'en fait, tu peux faire du bien à ta planète et aux gens autour de toi, mais tout en te faisant plaisir. En fait, ça peut être quelque chose d'égoïste, mais qui en plus rayonne sur les autres. C'est pas juste, OK, je le fais pour les autres, mais du coup, ça me pèse, c'est compliqué, c'est moins bon, c'est machin. En fait, nous, notre parti pris avec les filles, c'est de prouver qu'on peut défendre des causes sérieuses sans se prendre au sérieux. Parce que souvent, quand tu arrives sur le champ de l'écologie, tu arrives sur un truc un peu moralisateur, culpabilisateur, un peu agressif, tu vois. Le militantisme un peu agressif de « Ah, si tu fais pas ça, c'est pas bien, à cause de toi, on va être droit dans le mur ». Nous, on voulait sortir de ça. Ouais, c'est ça. En fait, ça te donne pas envie d'embarquer dans le truc. Clair, bah, fous-moi la paix. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, du coup, je vais arrêter. De toute façon, c'est jamais assez bien ce que je fais, donc je ne fais rien comme ça. Tu peux me reprocher des choses. Ouais, voilà. Et sur le champ du handicap, tu peux vite tomber sur quelque chose de larmoyant, de la pitié ou de la maladresse. Nous, on voulait montrer aux gens qu'en fait, on peut tout sauver le monde, mais en y allant avec du fun, de l'optimisme, des bonnes recettes et en se faisant plaisir. Et nous, on est persuadés que c'est comme ça qu'on arrivera à embarquer les foules. C'est en montrant que c'est pas moins bon, c'est pas plus chiant, c'est pas moins marrant. En fait, nous, le triptyque, c'est gourmand, militant et marrant. Et en fait, les trois peuvent, voilà. Je vais me le faire tatouer. Ouais, c'est ça. Bon leitmotiv de vie. Gourmand, militant, marrant. C'est ça. Ouais. Et en fait, avec du fun, je pense qu'on peut vraiment faire évoluer les mentalités et les pratiques et faire changer les choses, quoi. Il faut rire. Il faut se marrer. Exactement. Ah, c'est tellement précieux. Merci beaucoup, Katia. Merci. Et puis, à bientôt. Avec on va aller faire une petite déguste. C'est ça. Maintenant, on va manger. Mais tout seul. Parce que nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de votre web-série préférée. À bientôt. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.